Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez à ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine. Avortement de la séance tant attendue au Sénat de la République et jeudi. Faute de quorum, la séance prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale. Les sénateurs proches de l'exécutif menacent de démissionner. Le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, a débuté mardi une visite de 5 jours en Haïti. Monsieur Bel a rencontré notamment le chef de l'État et le Premier ministre haïtien, ainsi que le président du Sénat haïtien. Signature lundi à Port d'Espagne d'un protocole d'accord de développement énergétique entre le ministre haïtien du Commerce et le ministre trinidadien de l'Énergie. Une entente qui vise entre autres à favoriser l'exploration et la recherche pétrolière en Haïti. Installation d'un nouveau responsable au commissariat de police à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Jean Bazelet Bornelus remplace l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion, qui n'a passé que 2 mois à la tête de ce commissariat. Et puis, publication graduelle des résultats des examens officiels de la 6e année et de la 9e année fondamentale dans le département du Nord, de la Grand'Anse, des NIP et du Nord-Ouest. Le taux de réussite oscille entre 58 et 76%. Port-au-Prince a accueilli 27, 28 et 29 juillet dernier la 3e édition du Carnaval des Fleurs. Des milliers de personnes ont fait le déplacement durant ces 3 jours de bamboche populaire. Le président Martelly se dit satisfait de l'organisation de ces festivités. À l'étranger, l'épidémie de fièvre due au virus Ebola prend des proportions inquiétantes sur le continent africain. Cette fièvre se propage à un rythme accéléré, notamment en Afrique de l'Ouest, en Guinée et en Sierra Leone. Conflit israélo-palestinien, la trêve bilatérale de 3 jours conclue jeudi soir sous la médiation de l'ONU et des États-Unis n'a duré que quelques heures. L'armée israélienne a mené vendredi un nouveau raid faisant de nouvelles victimes du côté palestinien. Voilà pour les titres. À tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend à Natcom. Les fous gagnés. Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Natcom, Decom, ou qu'à parler 2 fois plus. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. Bon, commencer Kounia. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. La séance tant attendue au Sénat de la République jeudi dernier, qui prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale, n'a pas eu lieu comme prévu. Faute de quorum, seuls 13 sénateurs sur 20 étaient présents. 2 des 7 absents avaient motivé leur absence pour des raisons de santé. Les 5 autres appartiennent au groupe des 6 de l'opposition. Le sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni, proche de l'exécutif, menace de démissionner suite à cette tentative de séance ratée au Sénat de la République. Le parlementaire espère que les sénateurs du groupe des 5 et alliés proches du pouvoir exécutif vont se réunir pour réfléchir sur une éventuelle démission des sénateurs qui supportent l'action gouvernementale afin de faciliter la tenue des élections dans le pays cette année. Les propos de Edwin Zeni sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Si je démissionne, ça va passer. Mais si toi, tu démissionnes, ça va passer. Si nous venons avec elle, on n'est pas quoi que le café. Pour sauver Haïti. Pas pour sauver Michel. Pas pour sauver le président. Même pas le président va dire pouvoir. Ouais, et pas le pouvoir, non? Pour débloquer le pays. Et ceci, non. Et ceci, je dis pour le groupe 5, non? Le sénateur de Zeni qui a parlé par le groupe 5. Et pas le groupe 5, non, qui a parlé.
Pas dit ça, m'a dit. Voilà, je parle dans nos sénateurs et nos ennemis, je dis que je suis d'accord avec moi pour qui j'ai pour débloquer le pays. Si des missions viennent pour le faire, je suis prêt. Mais je ne pas dire l'autre sénateur prêt, non. Je ne pas dire l'autre sénateur prêt, non. Je ne pas dire l'autre sécurité prêt, non. Je suis prêt, mais même pour m'aller pour me sauver le pays. Non, mais depuis l'arrangé, il n'y a plus de Sénat. Bon, le gouvernement qu'on a fait électionner, aussi facile. Ah, mais attendez. Mais même par la proposition, mon mandat m'a fini en janvier 2017. Je m'ai engagé avec les 5 sénateurs et peut-être que je ne suis pas d'accord. Mais je suis pour. Attendez, même moi, 12 sénateurs et 2 ennemis pour débloquer la situation. L'avortement de la séance au Sénat de la République jeudi dernier témoigne d'un manque de respect du grand corps vis-à-vis de l'exécutif. De l'avis du porte-parole de la primature, Kedler Augustin. Se référant à l'accord d'El Rancho, M. Augustin indique que le pouvoir exécutif a déjà préalablement consenti beaucoup d'efforts pour dénouer la crise préélectorale. Il dit regretter que le groupe des 6 sénateurs de l'opposition ne manifeste aucune volonté à débloquer la situation politique actuelle. Kedler Augustin participait vendredi à la rubrique L'invité du jour sur Signal FM. Il répondait aux questions de Michel Alluy. Le pouvoir exécutif là nous fait tout ça que nous avons pour nous faire et nous fait même plus que ça pour nous faire. Ça a demandé de nous faire accoucher, mais nous fait toutes les dernières bagailles qui étaient pour être faites là, c'était compléter le conseil électoral là. La Chambre des députés voté loi et maintenant depuis quelque temps loi bloquée dans le Sénat par 6 sénateurs qui sont considérés comme des réfractaires, des irréductibles, des jusqu'au boutistes qui décident de mettre non pas contre le pouvoir, mais encore contre la démocratie. Ils sont en rébellion contre la démocratie et l'intérêt général. Et ils n'ont pas décidé de voter. Voilà donc la situation dans laquelle nous sommes. Si vous demandez comment nous sentons, comme tout bon haïtien, comme tout bon patriote, comme tous les parlementaires qui ont parlé, j'ai entendu, nous sommes renversés, nous sommes déçus et nous pensons que la nation prendra les mesures qui s'imposent parce que certainement la postérité aura à faire son jugement. Nous voulons seulement espérer, sans perdre notre sang-froid, pour le qualifier au mal, qu'il n'est pas trop tard, qu'on soupape de conscience animée et que, à côté de volonté politique, appétit politicien qui animé, qui ont gagné, qui ont population capitale, nous ne voulons pas qualifier, mais nous sommes encore déçus, mais nous voulons encore espérer dans les prochaines heures que nous sommes capables d'accepter pour prendre les vives de la raison. Je dis à la population supposée comprendre clairement que c'est la petite bête que monsieur a cherché pour bloquer le pays. Il n'y a rien à voir de question de vouloir respecter la Constitution. L'échec de la séance de jeudi au Sénat symbolise l'enterrement de l'accord d'El Rancho, a déclaré de son côté le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles. Le parlementaire dit croire que l'avortement du vote de la loi électorale amendée, comme attendu, conduira à l'organisation d'élections générales dans le pays. Les propos de Moïse Jean-Charles recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Le fait que pas question aujourd'hui, nous enterrer, on l'autre fois encore, accord El Rancho. Et ensuite, attendez, on l'autre fois encore, bien dit. Ensuite, non, nous enterrer. Ensuite, pas de doute, à faire question, collègue Benoît qui dit qu'il est proche pour la loi électorale, lui-même il parle avec nous, il dit qu'il n'a pas adhéré ensemble avec nous, dans la bataille pour nous capables de tourner avec le dossier CSPJA. Ça veut dire que c'est fini, pas de question, élection année ça. Matéli fait tout le temps, il va faire élection et qu'on a planifié pour nous mener un pays vers une élection générale qui va le faire dans le pays. L'accord d'El Rancho conclu le 14 mars dernier entre l'exécutif, le Parlement et des partis politiques est toujours de rigueur, encore Renaud Joseph, un des membres de la commission de suivi du dit accord. M. Joseph se dit satisfait jusque-là du respect des engagements pris dans le cadre de l'accord du 14 mars. Toutefois, il dit déplorer que le Sénat n'arrive pas jusqu'ici à entériner les amendements à la loi électorale. Et Renaud Joseph participait vendredi à la rubrique Tendance sur Télésignal. Il répondait à Tamara Oyongaro. Commission, comme on connaît, la majorité des gens qui composent le groupe sociaux ont contesté non seulement le dialogue là, et accord à tout. Donc, par personne interposée, nous-mêmes, moi-même comme étant en politique, qui a des rapports personnels avec presque tout membre du groupe SISTA, nous devons rencontrer et discuter autour d'une sortie de crise, dont avec l'accord. Et il y a l'autre membre qui fait le tour, comme le professeur Desroches fait et rapport personnel, nous essayer et ramener pour nous dire normalement, indépendamment des accords, et son dialogue qui était baillé, c'est haïtien, nous il faut nous aboutir à l'élection
dans le pays, ça, pour nous éviter un chaos, il faut qu'il y ait une possibilité pour tout le monde chiter ensemble pour nous jouer une solution à la crise. Mais regardez, est-ce que aujourd'hui, l'accord El Rancho a gagné raison d'être? Est-ce que aujourd'hui, on peut compter sur l'accord El Rancho? Est-ce que c'est pour bagage nous laver, mais nous suivons la terre? Là, on a regardé de façon que la politique n'a pas avancé. Je ne crois pas ça, non. Au contraire, je suis bien de là tout à l'heure. Non. Soit on se docteur Joseph. Accord El Rancho, dans l'article 12, qui dit 10 jours, si nous constatons que acteurs qui engagés dans le dialogue là pas respecté l'engagement, nous n'avons pas avancé. Nous avons plus de 100 jours pour aller. Oui, nous presque arrivés dans 150 jours. Oui, on aura revenir sur ça tout à l'heure. Et c'est vrai, accord a dit ça, grand pile l'autre article tout. Accord El Rancho, ou bien dialogue là, pas seulement sur l'élection. Il y a un pile l'autre article qui parlait de l'autre bagaille qui est intérêt national, tout pour appliquer. Et notamment question MINUSTA. Question MINUSTA et puis question tout prévention préventive prolongée. On le disait en titre, une rencontre s'est tenue vendredi au Palais National entre le chef de l'État haïtien Michel Martelly et le président du Sénat français Jean-Pierre Bel, qui séjourne à Port-au-Prince depuis mardi dans le cadre d'une visite de 5 jours. Les échanges ont porté notamment sur la coopération haïtiano-française, le dialogue politique et le renforcement institutionnel. Au cours du dialogue politique, le président Martelly a mentionné les efforts déployés par son administration en faveur de la tenue d'élections dans le pays cette année. Il a en outre fait état du respect par l'exécutif des ententes conclues dans le cadre de l'accord d'El Rancho. En ce qui a trait au renforcement institutionnel, Michel Martelly dit encourager des échanges d'expertise et d'expérience entre les parlements français et haïtiens. Il faut dire que le Sénat de la République, qui a accueilli jeudi dernier la visite du président du Sénat français Jean-Pierre Bel, ma visite est le signe de l'intérêt que la France porte à Haïti dans une époque particulière de son histoire, a déclaré le président du Sénat français. Jean-Pierre Bel a discuté avec son homologue haïtien Simon de Soldera. Suivez les propos de Jean-Pierre Bel. Je suis venu ici avec ma délégation, avec le président du groupe d'amitié, en effet, le sénateur Bernard Piras, pour témoigner de l'amitié qui existe entre nos deux pays et surtout une amitié, ça se conserve et ça s'entretient. Donc notre présence ici à Haïti est le signe de l'intérêt que mon pays, la France, porte à Haïti, dans une période bien sûr particulière de son histoire. C'est aussi la volonté de rencontrer nos homologues, donc le président du Sénat haïtien, nos amis sénateurs haïtiens, à un moment qui est aussi pour eux une période clé où ils ont comme souci de faire en sorte qu'ils soient à la hauteur de l'attente de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens dans les décisions qu'ils auront à prendre. La France a une histoire commune avec Haïti, je viens de le dire. Cette histoire a des pages sombres, si je puis dire, mais nous sommes également là pour parler de ce qui est beau entre nos deux peuples, entre nos deux pays, et surtout penser à l'avenir de Haïti, qui, je crois, aujourd'hui est pour nous essentiel. Le président de la République française a fortement encouragé ma venue ici à Haïti et je veux apporter le témoignage donc, de cette proximité, de cette volonté d'échange et de cette volonté d'être aussi à la hauteur de nos responsabilités. Autre point, à quelques mois de la date prévue pour la réalisation des prochaines élections programmées au 26 octobre prochain, l'Office national d'identification a mis fin lundi dernier au processus d'inscription des électeurs. Le directeur général de l'Office national d'identification explique que cette décision a été prise conjointement avec le Conseil électoral provisoire, conformément à un article de la loi électorale en vigueur stipulant la fermeture du registre d'inscription aux électeurs doit être faite 3 mois avant la tenue du scrutin. Les explications du directeur général de l'Office national d'identification, Jean-Baptiste Fils Saint-Cyr, au micro de Fridjine Vanessa Daociné et de Randy Henry. Nous clôturons les licences par rapport à décret et pour le scrutin qui vient là. Mais tout doit être ce qui vient par la suite. Il y a bien possibilité normalement de voter. Ça nous fait clair sur ça. Et que c'est la loi qui m'en délie. Et ce n'est pas nouveau du tout. Ça a toujours fait toute élection. Sauf que ça qui est nouveau dans l'élection, c'est que la période là, c'est 2 mois. C'est 2 mois qui dégainent un jour que nous faisons les licences et jour vote là. Maintenant, nous avons constaté des grands pile problèmes de retard par rapport à ça. Et tout est censé être d'accord que 2 mois n'est pas suffisant. Il ne faut pas faire passer de 2 mois à 3 mois.
Et c'est ça qui explique qu'on y a effectivement nous clôturer ça. Mais une précision tout qui est important pour nous faire mieux connaître, c'est que nous-mêmes nous travaillons de concert avec CEPA pour question de licence. C'est un appui à base CEPA qui est lui-même qui est en charge de ces élections. Et nous recevoir une requête formelle de rappel côté CEPA même mandé nous pour par rapport à ça la loi DIA qui c'est européen par c'est boussole par autour et que l'état est important pour nous prendre disposition pour nous faire une licence pour nous travailler information attend. Parlons économie à présent. Le président Michel Martelly, accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, a participé lundi dernier au premier sommet CARICOM Japon tenu à Port d'Espagne, à Trinité et Tobago. En marge de ce sommet, M. Martelly s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les discussions ont porté sur le processus électoral, la création d'emplois, ainsi que la coopération en faveur du développement des petites et moyennes entreprises en Haïti. Le président Martelly dit souhaiter notamment l'appui du gouvernement japonais au développement de l'allocution de crédit par les PME. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a pour sa part salué les efforts du gouvernement haïtien en faveur du développement social et économique en Haïti. Il a également promis la poursuite de la coopération haïtiano-japonaise. Les ministres haïtiens du commerce et trinidadien de l'énergie, Wilson Lallo et Kevin Ramarine, ont paraphé le 28 juillet dernier à Port d'Espagne, à Trinité et Tobago, un protocole d'accord de développement énergétique. Ce protocole prévoit le développement d'une coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique du gouvernement Martelly-Lamotte. Il entend établir un partenariat commercial entre Haïti et Trinidad autour de 5 points essentiels dans l'exploration et la recherche pétrolière en Haïti, ainsi que l'approvisionnement en produits pétroliers de Trinité et Tobago. Ce protocole d'accord a été signé en présence du président Michel Martelly, du Premier ministre de Trinidad et Tobago, Kamlar Persad Bissessar, suite à une réunion tenue en marge du sommet CARICOM Japon organisé lundi dernier à Port d'Espagne. Et puis signature mardi entre le président Martelly et le gouvernement des Bahamas de plusieurs accords portant notamment sur la coopération technique, scientifique, le renforcement des capacités des institutions portuaires, la coopération commerciale et technique dans le domaine du contrôle de la qualité des produits agricoles et de pêche exportables, ainsi qu'un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Des accords ont été signés à l'issue d'une visite du président Martelly aux Bahamas. Le chef de l'État a profité de sa visite aux Bahamas pour aborder avec les autorités bahamiennes le dossier relatif à la migration. M. Martelly a adressé jeudi un bilan positif de son voyage aux Bahamas. Mardi dernier, le président Martelly était accompagné des ministres du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, et de l'Agriculture, Thomas Jacques. Les propos de Michel-Joseph Martelly au micro de Ludmilla Marc et de Randy Henry. Point essentiel à quoi ça, c'est définir et harmoniser standards et normes qualité applicables aux produits agricoles, animaux et végétaux et aux fruits de mer susceptibles de faire l'objet d'échanges. Ensuite, pour mettre en place une plateforme d'institutions techniques intégrant différents acteurs impliqués dans la chaîne de production alimentaire. Mettez en place réglementation et installation système sanitaire respectueux de normes et standards de qualité. Déléguer, accueillir, faciliter l'intégration dans l'institution concernée de représentants techniques et de l'autre partie pour assurer le contrôle effectué en vue de garantir de concert ensemble avec inspecteurs, services locaux de quarantaine, qualité sanitaire, produits agricoles et pêche destinée à exportation vers Haïti ou vers Bahamas. Définir une liste actualisée de produits et à établir normes en vigueur dans le cadre accord ça. Et c'était un troisième accord qui était gain pour eux avec promotion et protection réciproque investissement. Point essentiel accord là, c'était réciprocité dans protection investissement et relance activité commerciale et élaboration des outils pour mettre en place des partenariats publics-privés. Sur invitation du Forum économique du secteur privé, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, a rencontré vendredi des membres du secteur privé haïtien des affaires. Et cette rencontre visait à expliquer aux hommes d'affaires les bienfaits des protocoles d'accord signés en début de semaine entre les gouvernements haïtiens, trinidadiens et bahaméens, a renseigné le ministre du Commerce. Wilson Lallo a en outre annoncé que d'autres rencontres sont prévues entre son ministère et le Forum économique du secteur privé afin d'édifier le secteur privé haïtien sur ces ententes conclues entre Haïti, Trinidad et Bahamas. Le ministre Wilson Lallo au micro de Ludmilla Marc et Mathieu Ephésien.
remplir. Donc, nous avons besoin de comprendre tenant et aboutissant à ça. Donc, nous avons venu nos journées d'explication avec le secteur privé. Et là, nous prenons date désormais pour que nous ayons un ensemble de rencontres. Parce que dans pile de sujets qui ont un rapport avec l'accord de partenariat économique européen, accord de partenariat économique que nous devons signer avec l'Europe et qui a des implications dans la façon que nous allons l'appliquer dans le rapport avec la République dominicaine. Il faut nous ça veut dire. Présence Haïti dans le CARICOM, il faut nous regarder qui implication il y a pour le secteur privé, surtout avec la question tarif. Et puis surtout, le fait que Haïti lui-même, les membres OMC, donc un ensemble d'accords comme ça, donc il est bon qu'avec le secteur privé et le secteur public là, nous avons gagné une unité de vue sur l'ensemble de questions ça, pour que justement le pays a tiré avantage et que le secteur privé a développé, il a fait plus d'investissement et que les citoyens haïtiens ont un emploi et qu'ils ont une condition de vie améliorée. Mais tu vas remarquer, c'est vraiment un peu le secteur privé de différentes comment dire, de provenance qui était là avec nous, y compris CFI qui était participé avec nous dans notre matin. De son côté, le directeur exécutif du Forum économique du secteur privé, Bernard Crane, se dit satisfait de la rencontre tenue vendredi avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. S'il dit ignorer l'accord de développement énergétique signé le 28 juillet dernier à Port d'Espagne, à Trinidad et Tobago, entre les ministres haïtiens du Commerce et trinidadiens de l'Énergie, M. Crane félicite toutefois le gouvernement haïtien pour les accords portant sur la coopération technique et scientifique avec les autorités bahaméennes. Des ententes qui, selon Bernard Crane, permettront d'améliorer les conditions agricoles dans le pays. Bernard Crane, toujours au micro de Ludmilla Marc. Nous-mêmes, nous avons surtout insisté sur le respect de la loi, particulièrement du code douanier, et sur le fait que le code douanier prévoit seulement 4 points d'entrée sous frontière, et que tout l'autre point d'entrée qui t'a gagné, t'a fait pour déclarer illégal. Donc ça, c'est un point. Sous question Trinidad, là, et nous pas vraiment au courant, au préalable de protocole là, nous venons connaître que le protocole là t'a signé, il y a des points là-dedans qui sont extrêmement positifs, il y a l'autre là-dedans qui m'a des explications. Question accord Bahamas, nous pensons que c'est un excellent accord, et nous répétons, nous dit le ministre, il va permettre effectivement de développer et agriculture dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest et dans le plateau central et peut-être même dans l'Artibonite. Et nous pensons que ce sont très bons bagailles pour l'agriculture haïtienne et pour transformation éventuelle de l'agriculture, qui sont agriculture de subsistance en agriculture qui permet de générer revenus et créer richesse. Autre point, les responsables du consulat à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince expriment leur regret de ne pas être en mesure de délivrer des visas suite à un problème rendant dysfonctionnel leur système de base de données. Lors d'une conférence de presse vendredi, pour faire le point sur la situation, le vice-consul Aaron Burge dit ignorer pour le moment la nature du problème. Il déclare que les autorités américaines travaillent actuellement en vue de trouver une solution dans 2 ou 3 semaines. Cependant, dit-il, seul un tiers du volume des dossiers déjà en cours peut être traité. Pour les cas d'urgence, M. Burge réfère au site web de l'ambassade qui est www.travel.state.gov. Les précisions du vice-consul américain en Haïti, Aaron Burge, recueillies par Michel Alexis et Max Joseph. Pour nous accorder visa, nous devons suivre un processus de sécurité qui est très strict, qui est très dur. Okay? Nous avons utilisé la base de données ça pour tout visa qui qualité résidence, touriste, étudiant, avec passeport américain tout. Okay? Les nous pas qu'à accéder données base ça, nous pas capables d'imprimer visa yo. Et qui t'aime répéter que c'est autour du monde, dans tout pays du monde, qui a un problème ça. Nous capables pour le moment d'imprimer un tiers, une moitié visa yo, mais ça va nous un pile au retard. Et nous pouvons connaître la raison pour le problème. Nous voulons donner importance pour imprimer les visa et résoudre le problème. Après, nous pourrons faire une enquête pour connaître pour qui ça a un problème. Installation ce vendredi d'un nouveau responsable au commissariat de police à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Jean Baselet Bornelus remplace l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion à ce poste. La cérémonie d'installation s'est déroulée notamment en présence du ministre de la Justice et du directeur général de la PNH. Le nouveau titulaire du commissariat de l'aéroport Toussaint Louverture promet d'être à la hauteur de sa tâche. Il entend travailler en étroite collaboration avec ses supérieurs et collègues.
De son côté, Patrick Rosarian, le commissaire sortant, dit souhaiter que son successeur bénéficie du support de la hiérarchie de la police nationale d'Haïti pour bien remplir son rôle. Suivez tour à tour Patrick Rosarian et Jean Baselet Bornelius au micro de Jasmin Denis et de Enoch Lézikajou. Aujourd'hui, je pars avec la satisfaction d'avoir fait mon travail, d'avoir accompli ma mission qui était de sécuriser l'enceinte et le périmètre immédiat de l'aéroport. Je souhaite du courage et bonne chance à mon successeur, tout en espérant qu'il aura, au grand contraire de moi-même, tout l'appui, la confiance de la hiérarchie. Je remercie d'abord Dieu qui m'a toujours inspiré dans mon comportement et mes prises de décision au sein de la police nationale d'Haïti. Et je remercie également le recommandement de la police nationale pour la confiance placée en moi. Le DCPA a beaucoup dit, mais je m'engage à travailler avec d'abord le directeur général de l'AN et avec toutes les autorités établies, les collègues policiers, pour la pleine réussite de la mission qui m'est confiée aujourd'hui. Le directeur général de la police nationale en a profité pour présenter une task force, une coordination d'unités spécialisées de la PNH ayant pour mission de faire échec au groupe criminel spécialisé dans le braquage des touristes qui visitent le pays, a informé le DG de l'institution policière, Godson Aurelius. La task force devrait, dans un bref délai, donner des résultats concrets, a indiqué le numéro 1 de la PNH. Les propos de Godson Aurelius recueillis par Jasmin Denis et de Enoch Lézikajou. Une task force qui est formée par des CPJ, par DDO, Polito, les unités spécialisées, toutes les unités spécialisées et des CPA la donner pour que nous, définitivement à partir d'aujourd'hui, prenions question en main et présence ministre justice là, secrétaire d'État sécurité publique là, ministre communication qui accompagnait. Nous avons remarqué tout le état-major, la police là, la DCPA, DCPJ, chef cabinet DG, c'est pour montrer intérêt que non seulement le gouvernement, mais tête la police a manifesté dans question sécurité, moun qui a entré dans le pays, agent DCPA se dit, c'est porte d'entrée pays. Et pour la presse au courant de moun que qu'on attaqué, le entrer dans le pays, je pense que question yo est capable de centrer sous disposition sécuritaire nous prenons sans ça parce que l'aéroport c'est porte d'entrée pays. Nous avons l'autre question, c'est vrai. Même pas c'est dans le moment ça, il faut que nous t'accordions en priorité à question de sécurité moun qui a entré dans le pays. L'inspection générale de la police nationale a dressé jeudi le bilan de ses activités pour le mois de juillet dernier. 50 dossiers et 3 recommandations de renvoi sont expédiés à la direction générale de la PNH. 35 plaintes, 3 cas d'isolement, 74 dossiers traités. Selon le porte-parole de l'IGPNH, Marc Arouiskenjean, ces cas concernent entre autres la complicité de torture, coups et blessures, tirs injustifiés, règlement de discipline générale, vol et agression physique. L'inspecteur divisionnaire indique que ces efforts visent à renforcer la discipline relative aux droits de l'homme au sein de la PNH. Marc Arouiskenjean a par ailleurs fait état des brutalités policières dont sont victimes les fitards lors de la première journée de la 3e édition du Carnaval des Fleurs tenue à Port-au-Prince du 27 au 29 juillet dernier. Les précisions du porte-parole de l'IGPNH, Marc Arouiskenjean, recueillies par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Depuis l'année a commencé jusqu'à mois de juillet, à qui Jean, dossier nouveau, la direction générale a évolué. Donc, dernière fois, nous avons regardé jusqu'à mois de juin. Donc, c'était 28 janvier, 40 pour février, 37 pour le mois de mars, 42 pour le mois d'avril, 34 pour le mois de mai, 42 pour le mois de juin et 50 pour le mois de juillet. Donc, je vous promets qu'il y a une augmentation du nombre de dossiers qui va joindre le directeur général de la police. Sur l'ensemble des dossiers qui va joindre le directeur général là, avec les recommandations qu'il a données. Donc, il y a 3 mouvements de bureau évoqués, il y a 6 mouvements de bureau mettre en disponibilité. Il y a 26 mouvements de suspendre, c'est des suspensions qui allaient de 0 jusqu'à 6 mois. Il y a 12 personnes qui ont été ici parce que ça a été perdu, ils ont demandé pour payer l'État. Il y a 12 dossiers que nous n'avons pas assez d'éléments pour nous déclarer
policiers ont été plainte pour des motifs fautifs, donc le dossier ça est obligé de classer. Donc c'est 12 dossiers. Il y a 9 dossiers que nous transmettons par le parquet. Donc on demande de transfert. Et puis, en blâme c'est 5. Et puis, nous avons visé 18 players de résultats enquête. Donc nous faisons 112 convocations pendant un mois, 121 auditions, 31 enquêtes de voisinage, 60 invitations, 22 confrontations. Nous expliquons ça à ça hier. Donc, nous avons 137 rétentions de chèques, nous avons 6 plaintes, nous recevons pour dette, 2 plaintes pour tirer injustifié, 1 pour abus de confiance, 1 plainte pour complicité de torture, et puis 2 autres plaintes qui sont pour qualifier. D'autant que pour encourager le renforcement de l'intégrité de la PNH, l'inspection générale invite une fois de plus la population à appeler au 22 59 11 11 et 22 60 11 11. 3 jours après le déroulement du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince, la police nationale d'Haïti a présenté à la presse un nouveau bilan partiel. 2 morts suite à des blessures à l'arme blanche et 756 blessés, dont 2 par balle. Durant la période carnavalesque, la PNH a procédé à 18 arrestations. Les principales charges retenues contre les interpellés sont voies de fait, détention d'armes blanches et d'armes à feu, vol de motocyclettes. Suivez les précisions de Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH. Gagné 756 personnes que nous avons enregistrées qui sont victimes. Blessés à l'arme blanche, blessés par balle. On a noté que c'est 2 personnes que nous avons censés qui sont blessés par balle. Il y a 2 personnes, 2 jeunes, malheureusement, qui perdent la vie. Et deuxième jour carnaval là, il y a 18 ans, l'autre en a 20 ans. C'est suite à coup de couteau qui ont été pris. Et ça a 18 ans, un coup de couteau à lui-même au niveau Rex. Et puis, dans le reste de Maslan, et une qui est en vingtaine, un coup de couteau, il est à mourir à l'hôpital, malheureusement. Gagné 18 arrestations qui faites. Chef d'accusation, c'est trouble à l'ordre public. C'est possession d'armes tranchantes. Possession d'armes blanches. Voie de fait suivie de blessures. Usage de stupéfiants. Vol de téléphone, vol de moto. Tentative de cambriolage. Détention d'armes à feu. Également association de malfaiteurs. Gagné Jean-Baptiste Dorisner, qui était arrêté par le commissariat de Port-au-Prince. Et c'est suite à un bagarre qu'il a gagné avec la police. Et pour lui empêcher justement à agir au travail. Et puis il y a Bertrand Ronaldo, et qui a gagné un couteau. Il y a Cantab Peterson, Dorcal Carl-Henry, lui-même il était recherché par la police. Et nous avons joint dans le carnaval là. Pour vagabondage également. Et usage de stupéfiants. Alors c'est comme ça qu'il est devenu, mais M. Gagné, chef d'accusation comme bandit dans la zone côté de l'DR. Gagné Saint-Ville Dumel, il y a jeudi qui a arrêté tout, et puis André Jean, ainsi connu. Également Valais Djiri. Les présidents du Sénat, Simon de Soldera, et de la Chambre des députés, Stevenson Jacques Timoléan, ont rendu visite ce vendredi au député Arnel Bélisard, qui entame depuis le 21 juillet dernier une grève de la faim au Parlement haïtien. Par cette visite, Simon de Soldera et Stevenson Jacques Timoléan entendaient encourager le député gréviste à mettre fin à ce mouvement de grève qui dure déjà 12 jours. Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale encouragent le député Bélisard à préserver sa santé. La grève de la faim, entamée par le député Arnel Bélisard, vise notamment à obtenir la libération des prisonniers dits politiques, des précisions sur la gestion des fonds du programme d'appui au Parlement par l'USAID, ainsi que le renvoi du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Arnel Alexis Joseph, à la tête du CSPJ. Réagissons sur la grève de faim entamée il y a près de 12 jours par le député de la circonscription d'El-Mataba, Arnel Bélisard. Le porte-parole de la primature dit croire qu'il n'est pas nécessaire pour un parlementaire d'entrer en grève pour faire passer ses revendications. Kedler Augustin conseille aux députés grévistes de faire valoir ses recommandations du haut de la tribune du Parlement. Séance plénière à la Chambre basse. M. Augustin appelle le député Bélisard à se ressaisir afin d'éviter que sa santé ne se détériore davantage. La déclaration de Kedler Augustin. Nous sympathie avec le député Arnel Bélisard, qui est un député du peuple, n'a pas pour santé pas affecté sur le plan médical, sur le plan biologique, pour que lui-même n'est capable d'être en vie, pour que l'acte que le pose là n'est pas affecté santé pas, parce que c'est quand même un humain, un parlementaire, un haïtien, ça nous préoccupe. Mais en même temps, tout, nous ne pouvons pas faire mal les conseils pour continuer à faire bagaille ça, parce que ça les fait en tant que parlementaire, il a besoin de montrer que le pas d'accord avec un bagaille. Moi-même, je connais que pour un parlementaire, pour mettre pas d'accord avec lui, pour prendre argumentation, monter tribune là, pour chercher collègues, pour convaincre, pour chercher bel argument. Parce que depuis sorti,
c'est un bagage qui est bon vraiment pour tout le pays, mais je vous garantis de vous gagner moi pour jeune monde. Et puis on va le faire. Comme si tout le monde a pressé pour bien payer à la pied tout. Donc par exemple, donc indirectement, tu avais dit que il y a l'autre moyen pour faire ça, donc c'était pas nécessaire que le fait grève de la faim. Non, je ne suis pas capable de dire fonction parlementaire, mais comment le faire? De pour gagner un argument pour convaincre tout le monde, c'est pour camper dans les différentes émissions, inviter Signal, inviter tout l'autre radio, parce que non, en vérité, et puis il doit déposer, et puis tout le monde a dit waouh, regardez des bagages qui vont vraiment tout le monde déjà le suivre. On est capable de dire député assez comme ça fait, mais il n'a pas besoin de tout être pour l'idée qui a passé, peut-être on l'idée que dit c'est loin, tout le monde fou. Si lui-même l'idée a été juste, l'idée bon pour la société, il a bien autant de capacité pour le camper pour faire. Ça me capable de dire, mon cher, c'est pour nous saisir, nous souhaitons de tout cœur que des groupes de parlementaires, on nous demande pour changer stratégie, c'est à permettre que lui-même essaye de parler avec l'autre parlementaire pour le convaincre, parce que le Parlement est avant tout un lieu de débat, c'est pour un lieu de grève que véritablement son lieu de débat. Le ministre de la Justice, Jean-Ronel Sanon, en a profité pour condamner avec véhémence le débrayage des magistrats observé à travers les 18 juridictions du pays les 14, 21, 22 et 23 juillet dernier pour réclamer de meilleures conditions de travail. Selon le garde des Sceaux de la République, le ministère des Finances ne devrait en aucun cas rémunérer des fonctionnaires qui ne travaillent pas. Les magistrats devraient se montrer plus responsables dans la gestion des dossiers de prisonniers qui passent des années dans leur tiroir, déplore le ministre Sanon. Qui texte qui compte qu'il doit faire grève là, deuxièmement, un homme qui fait grève, on obtient. Maintenant, je ne vais pas payer, le ministère des Finances, pas payer pour faire grève. A dit que c'est le paiement de l'indu. A dit pour mon toucher, il faut travailler. On homme qui doit faire 365 jours, on fait grève. C'est votre droit. Le ministre fait 365 jours, je ne même pas attendre les mois arrivent pour financer le chèque. Pour moi-même, bon, ce sont des gens qui, maintenant, ils ont affirmé le grand jour qu'on rame pour l'eau, qu'on fait grève, il y a toujours en grève. Là, on est magistrat, ou que dossier au monde qui l'en met, on fait 4 ans dans le bureau, ou pas pour relève. Son grève, vous faites. Ou son juge d'instruction, dossier, la loi dit, vous avez 2 mois pour mener votre instruction, pour transmettre le dossier au parquet. 5 jours pour le commissaire gouvernement rendre réquisitoire, ou qu'on l'autre mois là pour rendre réquisitoire. Le dossier passe 4 ans dans vos tiroirs. Et quand je dis dossier, je parle à l'échelle. Vous avez 100 dossiers et vous pillez par le nombre de magistrats et à travers la République. À 2 rangs d'exception près. Vous avez une guerre là-dedans qui est conscient. Bon, en général, il n'y a pas de grève, il a fait tout. Il n'y a pas de grève, il a fait. Bon, si le président est prêt pour faire grève, même. Si le président est prêt pour faire grève, mon cher Bob bien. Des mots dates croient dans la bête. Nul ne donne ce qu'il n'a pas. On n'a pas aucune moralité. Dossier, on ne va pas prendre décision. Il faut un auto-questionnement. Moun sa yo bande yo. Posez une question. Dis, magistrat, on fait grève. Dis combien de dossiers dans son rang. Combien de dossiers on a dit, waouh. C'est l'enfant de faire examen de conscience ça. Ou quand il camper sur place, puis on propose comme objecteur de conscience, ou comme on va leçon. Même pas pendant le type bluff ça. Chaque connaît, rat connaît. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a présidé jeudi dernier un atelier sur l'évaluation des capacités des institutions de formation initiale des enseignants. Cette formation a permis au ministère de sensibiliser les acteurs du système éducatif sur les résultats de l'évaluation pour produire des recommandations afin de contribuer à l'élaboration de la politique et la stratégie nationale de formation et de développement des enseignants en Haïti. Les explications du ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, micro de Michel Depayen et Yvan Saïd. Nous faisons réflexion sur qui Jean pays par le tête politique et des moyens pour former ces enseignants. Formation initiale, formation continue. Donc c'est des résultats en étude qui étaient faits sur ça, côté qui va l'accompagner le ministère dans une grosse décision qu'il prend pour rentrer l'école le 8 septembre. Côté le décider, il faut que chaque professeur, chaque maître qui est en salle de classe, au niveau fondamental, au niveau secondaire, au niveau professionnel, eh bien, ils ont permis d'enseigner dans un statut personnel enseignant dans le système éducatif à Mandessa. Permis enseignants sont garantis ça pour parents, pour ministère, pour Timounio, pour professeurs. Tout. Non seulement ça renforce le prestige comme professeur, comme enseignant, mais ça le système garantit que sont professionnels qui méritent en salle de classe. Donc, dès le 8 septembre, nous allons lancer pendant un mois tout un recensement de tout maître qui est dans le système, que dans le secteur public, que dans le secteur privé, qui va permettre que tout directeur de l'école fait nous connaître au registre maître
que vous avez une salle de classe. Ça va permettre qu'à partir du mois d'octobre, nous allons lancer toute une campagne pour nous capables de délivrer les permis d'enseigner provisoires. Publication graduelle des résultats des examens officiels de la 6e et de la 9e année fondamentale dans 4 départements géographiques du pays, le Nord, la Grande Anse, l'ANIP et le Nord-Ouest, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui informe que les résultats des autres départements seront publiés sous peu. Sur un total de 27 432 candidats ayant pris part aux épreuves de la 6e année dans le Nord, 19 596 candidats sont admis, soit un pourcentage de 71% de réussite. 70% de réussite ont été enregistrés dans le Nord pour la 9e année fondamentale. 76% des candidats de la 6e année dans la Grande Anse ont réussi aux épreuves et 71% des réussites en 9e année. Pour l'ANIP, sachez que 75% de réussite en 6e année contre 68% en 9e année. Le Nord-Ouest compte 75% de réussite en 6e année et 58% de réussite en 9e année. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens exige la création d'une commission de vérification des notes des candidats aux examens officiels avant la publication des résultats des épreuves. Le secrétaire général de l'UPEP, Léo Litolu, dit relever de nombreuses irrégularités dans le processus de correction des examens d'État cette année. Et par ailleurs, M. Litolu se dit préoccupé par l'augmentation des frais scolaires pour l'année académique 2014-2015. Léo Litolu, au micro de Dukenson Lazare et de François Samus David. Il ne peut pas prendre des ministres de l'Éducation nationale là, avec directeur enseignement secondaire, former une commission pour vérifier notre élève baccalauréat avant publication des résultats officiels. Là, nous considérons paquet irrégularité qui gagne dans la correction année ça. Tant que sciences sociales, dans le jury 1A, un correcteur bat un élève 24 points et c'est grâce à la vigilance l'autre correcteur compétent qui ouais élève a mérité pour pipiti 62 points. Sans compter élève correcteur écrit note là dans Bordeaux gâté alvéole là. Mais il peut pas demander responsabilité de l'Éducation nationale sous qui loi correcteur basé pour sanctionner élèves yo ouais réponse semblée SMS. Il peut pas demander ministre de l'Éducation nationale là. Est-ce que livrer l'école l'ouvrir tout bon 8 septembre là. L'on considère qu'il y a l'école privée qui massacré parents yo année ça. Côté il y a l'école qui mettait plus passer 7000 gouttes frais scolaires parce que yo dit gaz t'a pral monter. Malgré gaz a pas augmenté, l'école ça yo pas tourné sous décision yo et responsabilité de l'Éducation nationale yo pas faire pression sur yo parce que yo gen appui yo. 28 juillet 1915, 28 juillet 2014, 99 ans depuis le premier débarquement américain en Haïti. Pour marquer cette date, le collectif des universitaires haïtiens a organisé une journée de réflexion autour du 99e anniversaire de l'occupation américaine en Haïti. À cette occasion, le coordonnateur du QCI, le professeur Hérold Toussaint, a mis l'emphase sur l'importance d'une telle démarche dans la société haïtienne d'aujourd'hui. Le professeur a fait ressortir l'impact de l'occupation américaine sur la société haïtienne. L'hégémonie américaine sur Haïti était basée sur un rapport d'exploitation en faveur des occupants, a expliqué le sociologue Hérold Toussaint, précisant que les dirigeants haïtiens qui se sont succédés à la tête du pays durant la période de l'invasion américaine travaillaient au profit des envahisseurs. Le professeur Hérold Toussaint au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Rapport qui est capable d'exister entre Américains et Haïti pour pas d'exploitation dans coopération entre Haïti et les États-Unis. C'est pour ça qu'on peut comprendre l'occupation américaine. Parce que, vous avez dit pendant l'occupation américaine, le gouvernement haïtien était esclave, une sorte d'esclavage moral vis-à-vis du gouvernement américain. Donc, nous rappelons-nous de éléments historiques, ça, de façon que, pour nous dire, ouais, si hommes et femmes politiques nous ont changé cap, puis nous avons prendre l'autre direction, puis nous avons capable battre, parce que nous avons une espèce même de dette envers ceux qui ont été tués injustement par les marines américaines. Nous avons une dette que nous avons vis-à-vis paysans qui ont été tués, vis-à-vis de bon monde, moun dans le nord, dans le plateau central, moun au Caille.
tout le monde pays qui était victime. C'est extrêmement important. Dans l'article 5 là, de nouvelle constitution que nous avons imposée nous en 1918 là, l'article 5 là dit le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger, résident en Haïti et aux sociétés formées par des étrangers pour les besoins de leur demeure, de leur entreprise agricole, commerciale, industrielle ou d'enseignement. Le président Michel-Joseph Martelly, accompagné du président du Sénat français Jean-Pierre Bel, ont effectué une visite vendredi à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti au centre-ville de Port-au-Prince. Par cette visite, les deux hommes voulaient s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de l'HUH. Le président Martelly se dit satisfait des avancées obtenues dans le cadre de la reconstruction de cet hôpital public qui affirme, dit-il, devra améliorer l'accès aux soins de santé en faveur de la population. Reportage Esaü César et Yvan Seyid. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, accompagné du président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, était venu constater de ses propres yeux l'état d'avancement des chantiers de la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelé l'hôpital général au centre-ville de Port-au-Prince. Michel-Joseph Martelly s'est dit satisfait des progrès constatés. Le président dit espérer que la reconstruction du centre hospitalier public contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé en faveur de la population. Et nous, ça, l'hôpital par exemple, dans 2 ans qu'a là. Nous voyons que d'ici 2015, il y a des espaces qui Paris 2016, que l'hôpital a fini en 2017, tout espace là net. On l'a différent par rapport à jean il y a longtemps. Nous tous songez que l'hôpital général qui a essayé de service dans qui état que le même environnement, pas de semble le dessin, faut dire on a fait un bagage. On l'autre niveau, sous supervision bien sûr, ministre santé nous qui là, de telle sorte que la population a un soin de santé, mais non environnement encore qui bien fait. C'est un budget de 83,2 millions de dollars américains offert par l'USAID, l'Agence française de développement et le gouvernement haïtien qui est consacré aux travaux de reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Le directeur exécutif du conseil d'administration de l'HUEH, le docteur Maurice Mainville, dresse le bilan des travaux déjà réalisés. Dans un contexte certes particulier, dont beaucoup reste encore à faire, Monsieur le Président, ne serait-ce que dans le cadre du renforcement des services et de l'établissement du projet médical pour le futur hôpital. Oui, parallèlement à tout cela, le processus de reconstruction se poursuit jusqu'à l'heure actuelle et sans de véritables problèmes majeurs. Les bâtiments qui logeront l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti seront modernes et reconstruits selon les normes parasismiques et anticycloniques. Les futures constructions, qui représenteront 20 000 m² augmenteront à 25 000 m² la surface bâtie totale de l'hôpital. Ce nouveau centre hospitalier sera doté de 534 lits d'hospitalisation, d'équipements et de matériel de standard international. Le temps pour nous d'observer une nouvelle pause à 56 minutes synthèse. On vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant,
lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette fait un tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café pays. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse. Les éditions C3 ont publié dans leur collection Textes retrouvés, dirigée par l'historien Michel Soucard, 3 nouveaux titres. Mémoire du département d'État, texte d'Anténor Firmin, La doctrine de Monroe, texte de Jolibois, Fils et portrait itinéraire. Ces ouvrages, édités en version imprimée, rassemblent pour la seconde fois des textes rares de 3 auteurs haïtiens parus dans des revues et des journaux. L'idée de ce travail est de mettre des textes qui n'étaient plus en circulation à la disposition du plus grand nombre, laisse entendre l'historien Michel Soucard. L'avant-signature de ces 3 volumes a été vendredi signée au local des éditions C3 à Pétionville. Michel Soucard répond à Michel de Payen et Yvan Seyni. On a présenté les 3 derniers titres de la collection Textes retrouvés. Textes retrouvés à son collection que l'édition C3 a sorti depuis mai 2013 pour être capable de remettre sur le marché à la portée de tout le monde qui est intéressé à l'histoire pays, qui est intéressé à la culture haïtienne, une série de textes, une série d'études qui depuis longtemps disparaissent de la circulation, ou bien encore pour être capable de publier des études sur Haïti qui a pourri dans la poussière des archives que mon oublié, mon pas connaît. Nous sortis 3 nouveaux titres. Et c'est obligé de rencontrer nos matins. 3 nouveaux titres, c'est d'abord un texte d'Anténor Firmin que Firmin a écrit en 1905 pendant le temps d'exil à Saint-Thomas. Ensuite, toujours dans le cadre maintenant de précéder le 100e anniversaire de l'occupation américaine, moi j'ai retrouvé des textes de Joseph Jolibois-Fils. Joseph Jolibois-Fils a été l'âme de la résistance pacifique à l'occupation américaine 1915-1934. Portrait et itinéraire. Les portraits et itinéraires. Et là, on va joindre portrait itinéraire, donc bon personnage, tant de la classe politique que de la société. Les festivités de la 3e édition du Carnaval des Fleurs, qui ont démarré le 27 juillet 2014, ont pris fin mercredi dans une ambiance très chaleureuse où plusieurs milliers de carnavaliers ont fait le déplacement pour se déstresser. Et un port thème, c'est là pour là, le Carnaval des Fleurs a été animé par 13 groupes musicaux et plus d'une dizaine de bandes à pied. Reportage Michel de Payen et Jasmin Denis. Champ de Mars, fleuri et coloré, qui a accueilli la 3e édition du Carnaval des Fleurs, tradition ressuscitée par l'administration Martelly-Lamotte. Bordés de stands, les rues de la République et Capois se sont parées de 1001 lumières pour accueillir des milliers de carnavaliers. Filles costumées, dresseurs de serpents, échassiers, danseurs chevronnés, groupes déguisés et bandes à pied, le tout a créé un déluge d'images dansantes et multicolores. Les chorégraphies ont été répétées plusieurs fois pour offrir un spectacle réussi. Du haut des chars allégoriques, ces costumes empreints de créativité captive, ils semblent avoir été étudiés pour mettre en valeur le plastique de ces charmantes reines haïtiennes et le talent remarquable de nos artistes et artisans. Une ambiance agrémentée du rythme entraînant des bandes à pied. De la tombée de la nuit jusqu'au lendemain matin, des groupes musicaux ont livré le meilleur de leur spectacle dans l'espoir de ne pas décevoir leurs fans.
Cet événement culturel populaire rassemble autant les riches que les pauvres, les Haïtiens que les touristes. Tout le monde s'est uni autour d'un même objectif, la fête. C'est le temps de refermer ce 56 minutes synthèse sur Télésignal, avortement de la séance tant attendue au Sénat de la République jeudi. Faute de quorum, la séance prévoyait notamment le vote des amendements à la loi électorale. Les sénateurs proches de l'exécutif menacent de démissionner. Et puis le président du Sénat français, Jean-Pierre Bel, a débuté mardi une visite de 5 jours en Haïti. M. Bel a rencontré notamment le chef de l'État et le Premier ministre haïtien, ainsi que le président du Sénat de la République. Signature lundi à Port d'Espagne d'un protocole d'accord de développement énergétique entre le ministre haïtien du Commerce et le ministre trinidadien de l'Énergie, une entente qui vise entre autres à favoriser l'exploration et la recherche pétrolière en Haïti. Installation d'un nouveau responsable au commissariat de police à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Jean Bazelet Bornelus remplace l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion qui n'a passé que 2 mois à la tête de ce commissariat. Publication graduelle des résultats des examens officiels de la 6e et de la 9e année fondamentale dans les départements du Nord, de la Grand'Anse, des Nippes et du Nord-Ouest. Le taux de réussite aussi entre 58 et 76%. Et puis Port-au-Prince a accueilli 27, 28 et 29 juillet dernier la 3e édition du Carnaval des Fleurs. Des milliers de personnes ont fait le déplacement durant ces 3 jours de bamboche populaire. Le président Martelly se dit satisfait de l'organisation de ces festivités. À l'étranger, mesdames, messieurs, l'épidémie de fièvre due au virus Ebola prend des proportions inquiétantes sur le continent africain. Cette fièvre se propage à un rythme accéléré, notamment en Afrique de l'Ouest, en Guinée et en Sierra Leone. Conflit israélo-palestinien, la trêve bilatérale de 3 jours conclue jeudi soir sous la médiation de l'ONU et des États-Unis n'a duré que quelques heures. L'armée israélienne a mené vendredi un nouveau raid faisant de nouvelles victimes du côté palestinien. Voilà qui met en terme à ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.